Dans l'actualité ce soir, opération vérité sur la crise. Dans ses dernières prévisions, le gouvernement admet qu'elle sera bien pire que prévu. La production de richesse va reculer en 2009 de 1,5%. 300 000 emplois vont disparaître, du jamais vu depuis la guerre. Forte affluence et recueillement à Levallois-Perret. Les obsèques de Cécile Vannier, tuée dans l'attentat du Caire, ont réuni 6 000 personnes, dont ses camarades de classe et Nicolas Sarkozy. Un chèque de 4,5 milliards de dollars pour Gaza. 75 pays se sont engagés à refinancer la construction après l'offensive israélienne. Mais beaucoup s'interrogent sur le sens de cet effort alors qu'aucun accord de paix n'est en vue. Une nouvelle drogue en France, le Spice, présenté comme un mélange de plantes aromatiques, est un cannabis de synthèse plus fort que l'original. Il vient d'être interdit par les autorités. Faut-il allaiter son bébé et pendant combien de temps? L'Académie de médecine relance le débat. Elle préconise de 4 à 7 mois de lait maternel. Enfin, le dernier rebondissement de la vente record de la collection Saint-Laurent-Berger. Un acheteur chinois révèle qu'il a acquis les fameux bronzes de Chine, mais qu'il ne veut pas les payer. Explication à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Chacun sait maintenant à quoi s'attendre. Le gouvernement a pris acte de l'ampleur de la crise. Il a donc révisé drastiquement à la baisse ses prévisions de croissance. Le PIB de la France, c'est-à-dire la richesse produite, devrait reculer cette année de 1,5%. Je vous le disais, c'est sans précédent depuis la guerre, même lors des chocs pétroliers des années 70. Jean-Paul Chapelle. Il faut remonter à la première crise pétrolière, 1975, pour retrouver une situation économique aussi dégradée. La production de richesse qui diminue, c'est ce qu'on appelle la récession. En 1975, moins 1%, en 1993, moins 0,9%, cette année, moins 1,5%, 1,5% de richesse en moins, soit 27 milliards d'euros perdus pour notre économie. Mince consolation, la France s'en sortirait mieux que ses voisins. En Allemagne et en Grande-Bretagne, la récession devrait être 2 fois plus sévère. Moins de production, moins de services, c'est moins d'emplois cette année. 300 000 chômeurs supplémentaires devraient s'ajouter aux statistiques officielles. Moins d'emplois, moins de production, c'est moins de recettes dans les caisses de l'État. Résultat, les déficits publics atteindront 5,5% de la richesse nationale, bien au-delà des 3% autorisés par Bruxelles. Et dans ce contexte, un nouveau dispositif est en train de faire le plein. Il s'agit du statut d'auto-entrepreneur, entré en vigueur le 1er janvier dernier. En clair, s'installer à son compte, non pas pour créer une réelle entreprise, mais pour encadrer une activité personnelle en parallèle ou à temps plein. Romain Messi, Alain Locasio. Il y a quelques semaines, il était chômeur. Aujourd'hui, David Ponce est son propre patron. Ce mécanicien de formation souhaitait s'installer à son compte. Le nouveau dispositif de l'auto-entreprise lui en a fourni l'occasion. Ça facilite beaucoup de choses. Vous vous inscrivez par Internet. Vous recevez les papiers de l'URSSAF. C'est vrai que c'est rapide, c'est simple. Simple et sans risque majeur. L'auto-entrepreneur ne doit pas dépasser 80 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, mais paye un impôt unique, 13% de ce chiffre d'affaires. Des conditions très favorables. Si j'arrive à faire 80 000 euros de chiffre d'affaires, je vous assure que je vais pouvoir me verser un salaire correct. Lui aussi est devenu auto-entrepreneur. Informaticien à la retraite, Alain Lacombe souhaitait poursuivre son activité pour ses anciens clients. J'ai pas non plus envie de trop m'investir, donc quelques jours par mois, ça me va très bien. Voilà, ça fait un peu de business, ça fait arrondir mes fins de mois, donc tout va bien. Comme eux, 67 000 Français ont choisi depuis le 1er janvier l'auto-entreprise. Un succès selon le gouvernement, qui en espère 300 000 d'ici à la fin de l'année. Il y a la réaction collective de l'État pour venir relancer la machine économique, mais il y a aussi l'action individuelle de ces dizaines de milliers de Françaises et de Français qui s'emparent à leur tour de cette arme anticrise que nous avons mis à leur disposition. Mais les chômeurs représentent moins de la moitié des auto-entrepreneurs. Cela reste une goutte d'eau au regard des 2 millions de demandeurs d'emploi.
Autre signe de la baisse de l'activité, les ventes de voitures ont encore reculé au mois de février, moins 13% en France par rapport à l'an passé. Ailleurs, c'est parfois pire. En Espagne, le plongeon est de 48% pour la même période. Plus marquant encore, la crise provoque un effondrement des ventes au Japon, deuxième puissance de la planète, moins 32%. Le numéro 1 mondial, le groupe japonais Toyota, est touché à son tour et c'est toute l'économie du pays qui s'affaisse. Envoyés spéciaux à Nagoya, Pascal Golomer, Sylvain Giaume. Toyota City. Le groupe n'a jamais aimé les caméras, encore moins quand ça va mal. Il suffit d'aller dans la cité voisine pour comprendre. Cité fantôme. L'usine logette ici près de 3000 ouvriers intérimaires. Ils ont presque tous été renvoyés du jour au lendemain. Si Maki Nakahara est encore là, c'est parce que son mari a un vrai contrat de travail. Pour combien de temps ? Mon mari a de plus en plus de jours de chômage technique et les maris de mes voisines ont vu leur salaire baisser. En plus, ils ont arrêté les équipes de nuit, alors c'est inquiétant pour tout le monde, bien sûr. Quand Toyota va mal, toute la région de Nagoya s'enfonce dans le marasme. La ville abrite des centaines de PME qui travaillent grâce à l'automobile. Elles sont aujourd'hui à l'agonie. C'est le cas pour l'entreprise de Sumiko Takeuchi. Elle a pris la succession de son père il y a quelques mois. Depuis, l'aventure vire au cauchemar. 30 employés il y a encore 6 mois. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 10. Avant, toutes les machines tournaient 24 heures sur 24. Maintenant, on n'en utilise plus qu'une et la journée seulement. Du coup, en centre-ville, les chiffres de la consommation dégringolent. Dans ce quartier populaire, les commerces les plus fragiles n'ont pas résisté. Chez Madame Quito, la fête des cerisiers sera l'une des plus moroses qu'elle ait jamais connues. Les ventes sont catastrophiques. Pour ces lanternes, on a reçu beaucoup moins de commandes que l'année dernière. C'est vraiment très mauvais. Même les marques de luxe qui ont tant prospéré ces dernières années accusent le coup. La récession n'épargne aucun secteur. On le sait bien, ici à Nagoya, comme partout ailleurs au Japon, le salut ne peut venir que de la reprise des exportations. Combien de temps faudra-t-il tenir? Personne aujourd'hui dans le pays ne se risque à faire le moindre pronostic. Un dernier mot sur l'économie, les bourses s'affolent à nouveau, moins 4,5% à Paris qui tombe à son plus bas niveau depuis avril 2003. Wall Street de son côté est au plus bas depuis octobre 97. Autre titre de l'actualité, l'émotion intense et la foule très importante pour les obsèques de Cécile Vannier. La jeune fille de 17 ans tuée dans l'attentat du Caire a été inhumée aujourd'hui à Levallois-Perret en présence de 6000 personnes. Amaury Guibert, Stéphane Guimau. Un cercueil blanc qui tranche avec le noir du deuil. Le deuil de Cécile Vannier, 17 ans, victime du terrorisme. C'est un hommage national, symbolisé par la présence du président de la République. Autour, sur le parvis de la mairie de Levallois-Perret, 6000 personnes, des anonymes, des proches et des amis de la jeune fille. C'est ma petite voisine et qu'on a pu grandir dans l'immeuble et voilà, on voulait juste lui dire au revoir, c'est tout. On est bouleversés et solidaires et par notre présence, on va essayer de soutenir un petit peu la famille. On n'oubliera jamais, c'est tout. On n'oubliera jamais. Un peu plus tôt, une rose blanche à la main, les camarades de Cécile Vannier étaient partis en procession de leur lycée. À leur côté, ceux qui ont été blessés dans l'attentat du Caire. Tous se sont retrouvés à l'église de Levallois où se sont déroulées les obsèques. Là aussi, la foule s'était massée sur le parvis, là encore des roses blanches pour symboliser le deuil. Un jour de deuil, c'était aussi le jour de la rentrée scolaire au lycée Léonard de Vinci. Les rentrées sont difficiles, mais celle-ci particulièrement. C'était quand même une très bonne amie, Cécile. Voilà. Pour les élèves qui étaient en Égypte et tous les autres, professeurs, psychologues et parents se sont mobilisés. Comment vous appréhendez cette journée? Vous pouvez vous imaginer comme une maman qui aurait pu avoir sa fille là-bas. 10 jours après la mort de Cécile Vannier au Caire, la justice française s'est saisie du dossier. 4 juges antiterroristes vont tenter d'éclaircir les circonstances de l'attentat.
En bref, le réquisitoire au procès de l'ex-maire de Paris, Jean Tibéry, et de son épouse dans l'affaire des faux électeurs présumés. Le parquet demande 1 an de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité contre celui qui est aujourd'hui maire du 5e arrondissement. 5 ans également contre Xavier Tibéry, son épouse. Le substitut a évoqué une gifle aux citoyens. L'heure est maintenant aux plaidoiries. Le jugement est attendu dans plusieurs mois. Image signée Éric Delagneau. La sortie de crise se fait toujours attendre. En Guadeloupe, un accord est prêt, indique le préfet. Mais le LKP, qui organise la grève, demande un document écrit et durcit le ton en appelant à faire pression sur les entreprises. Sur place, Julien Beaumont, José Boulestex. Journée de blocage, première cible du collectif LKP, cette grande surface. Au moins 2000 personnes venues protester contre la non-signature par le MEDEF de la prime de 200 €. C'est un patronat cupide, imbécile et qui n'a pas encore compris qu'il va perdre plus que les 200 €. Un manque à gagner de 400 000 € pour ce supermarché, un symbole pour ses sympathisants. Nous sommes venus combattre la vie chère. Nous allons du tout, nous sommes déjà arrivés. Il manque à signer l'accord et c'est tout. Et nous allons reprendre le boulot une fois que ça sera signé. Autrement dit, nous allons rester là tant que ça ne sera pas signé. Autre centre commercial, autre blocage. Les salariés attendent leur patron. Ici aussi, ils veulent que leur entreprise signe l'accord sur les 200 € pour les bas salaires. Nous, ici, comme les gros patrons n'ont pas signé l'accord, il y a une partie qui ont signé, n'ont pas signé, alors nous, on continue à l'intérieur de notre entreprise, des salariés. Réponse du MEDEF, pas de négociation sous la contrainte. L'imposition de ces idées par la force n'est pas, je dirais, n'augure pas de bonnes choses pour plus tard. Moi, ce que je dis, c'est que je me demande quelle est la finalité réelle du LKP, quelle est leur finalité réelle, où veulent-ils aller? Un mouvement qui s'est étendu à la zone industrielle de Jarry, le poumon économique de la Guadeloupe, opération Escargot. On bloque pas là, on bloque pas, on chante. Alors dites-leur de signer. Le MEDEF France a dit de signer, signer. En quelques heures, c'est toute une zone qui a été paralysée. Les forces de l'ordre ont été déployées, mais les manifestants ont expliqué vouloir éviter tout débordement. Bonsoir Julien Beaumont, vous êtes en direct de la Guadeloupe. Est-ce que le fameux document écrit qui doit permettre théoriquement la sortie de crise a été transmis au LKP? Écoutez, à l'heure actuelle, cet accord préalable est entre les mains du Conseil général et du Conseil régional. Car vous le savez, les collectivités locales doivent financer une partie de cette prime de 200 € promise pour les bas salaires. Ensuite, ce texte ira à Elie Domota, le leader du LKP. C'est lui qui dira si le mouvement continue ou pas. Un mouvement qui, vous l'avez vu, s'est intensifié cet après-midi. En quelques minutes, les hommes du LKP ont ralenti la circulation dans des points névralgiques. Résultat, des kilomètres de bouchons. Je peux vous dire que l'épreuve de force continue ici. Julien Beaumont en direct de la Guadeloupe. Merci Julien. En ce qui concerne la Martinique, toujours pas d'accord pour l'instant. Le collectif contre la vie chère indique qu'un document sur les salaires ne peut être signé tant qu'un accord sur les prix n'a pas été trouvé. Dans la grande distribution, une nouvelle manifestation s'est déroulée aujourd'hui. Et sur ce sujet complexe, notez ce soir le débat dans Mots croisés, Antilles, les raisons de la colère. C'est à suivre autour d'Yves Calvi à partir de 22h10. À l'étranger, d'abord cet accord trouvé en Égypte pour financer la reconstruction à Gaza. Les 75 pays présents vont fournir 4,5 milliards $. Problème, reconstruire oui, mais pour combien de temps? Sans accord de paix, beaucoup s'interrogent sur le sens de cet effort financier. Arnaud Boutet, Offset Nalbandian. La salle est pleine, la foule impressionnante, mais il manque les protagonistes du conflit, Israël et le Hamas. Sous l'égide du président Moubarak, les donateurs européens, américains et des pays arabes ne lésinent pas sur la promesse 3,6 milliards € pour Gaza et pour la Palestine, avec un objectif, aller vite. Ça fait trop longtemps qu'on attend. Et on attend quoi? Davantage de souffrance? Davantage de victimes? Davantage de haine? Le temps travaille contre nous. 3 milliards $ ont déjà été déboursés en 2008, avant les bombardements. Dans Gaza, maintes fois détruite, les donateurs acceptent de reconstruire, mais cette fois sous condition. Ils ne reconnaissent pas le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. Ils exigent que les Palestiniens s'unissent autour d'un seul chef, le président Mahmoud Abbas. Et ils fixent une requête, la relance du processus de paix. La communauté internationale ne peut pas laisser les Palestiniens mourir de faim et de froid, sans abri.
Donc c'est un jeu qui dure depuis des décennies. Il faut d'abord trouver une solution israélo-palestinienne, après reconstruire une fois pour toutes Gaza et ailleurs qu'à Gaza. La conférence demande l'ouverture des points de passage de Gaza pour acheminer le matériel de construction. Israël fixe à son tour sa condition. Plus de tirs de roquettes depuis Gaza sur le territoire israélien. Que les tirs cessent et tout redevient possible. Samedi, une roquette palestinienne a touché une école dans le sud d'Israël sans faire de victimes. En bref, encore dans l'actualité internationale, la confusion en Guinée-Bissau. Le président de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a été tué par des militaires. Il s'agirait de représailles après la mort quelques heures plus tôt du chef d'état-major de l'armée, tué lui-même dans un attentat. La Guinée-Bissau a connu plusieurs coups d'État et tentatives de putsch depuis son indépendance du Portugal en 1974. On reste à l'étranger. La crise va-t-elle faire chuter les dépenses militaires? La nouvelle, en tout cas, est un peu passée inaperçue. Barack Obama a indiqué en fin de semaine dernière que cela serait l'un des principaux postes d'économie, la défense, à partir de 2011. Eh bien, voici un pays qui fait figure de précurseur. Le Costa Rica a purement et simplement supprimé son armée. C'est inscrit dans la Constitution. Quelques points de repère d'abord. Le Costa Rica, situé en Amérique centrale, est un pays grand comme 1/10 de la France et peuplé de 4 200 000 habitants. Le pays sans armée, c'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Alain de Chalvron, Aaron Diamond. La forteresse de San José porte encore les traces de la brève guerre civile de 1948. Brève, 40 jours, mais violente, 2000 morts. Rapporté à la population du Costa Rica, l'équivalent de 200 000 en France. Le traumatisme est tel que le vainqueur du conflit, le leader de centre-droit, Don Pepe, prend alors une décision absolument révolutionnaire, l'abolition de l'armée. J'ai toujours été pacifiste, anti-guerre, anti-militariste. Et franchement, nous n'avons jamais vu, ni hier ni aujourd'hui, à quoi pouvait servir une armée. Aussitôt dit, aussitôt fait, Don Pepe procède à la démolition des remparts de la forteresse, exit les généraux qui, superbes, coiffaient le président lors de son investiture. Les effets de l'abolition ont été bénéfiques pour les pays, parce que nous, on ne dépense pas un avion, un char militaire. Vous voyez un ou deux hélicoptères au Costa Rica, mais ce sont des hélicoptères au service de la police. Résultat, démocratie exemplaire, le Costa Rica n'a jamais connu de coup d'État, a un revenu par tête 5 fois plus élevé que le Nicaragua voisin. Santé, éducation gratuite, 4% d'analphabètes seulement. Et pour tout uniforme, celui de la Fuerza Pública, la police, aux effectifs d'autant plus insuffisants que ses missions sont plus importantes qu'ailleurs. Comme le Costa Rica n'a pas d'armée, les forces de police assument les missions de sécurité, du contrôle des frontières ou des côtes à la lutte antiterroriste ou contre les narcotrafiquants, en passant par la protection de la population et la sécurité du citoyen. Question: que feraient ces policiers entraînés à arrêter des criminels face à une éventuelle agression armée extérieure? C'est un peu comme si on était un enfant. Il est très mal vu de frapper un enfant. Donc les adultes vont venir à notre protection. Et jusqu'à ce jour, ça a marché. Cette singularité a donné au Costa Rica un rôle à part de médiateur. Ainsi, dans les années 80, c'est son président Oscar Arias qui a mis fin au conflit du Nicaragua, rôle qui lui a valu le prix Nobel de la paix. Réélu en 2006, il se fait l'avocat inlassable du modèle costaricien. Je pense que le modèle qui existe depuis 60 ans au Costa Rica peut être reproduit ailleurs. Pas partout dans le monde, mais certainement dans les pays qui n'ont pas de conflits territoriaux ou de problèmes de frontières avec leurs voisins. Premier pays à abolir son armée il y a donc tout juste 60 ans, le Costa Rica n'est plus le seul. Son voisin, le Panama, avec son canal, a suivi son exemple. Il est 20h16, restez avec nous à suivre. Allaiter ou pas son nourrisson, l'Académie de médecine relance le débat. Elle préconise 4 à 7 mois de lait maternel. Pour ou contre le système Michelin, le célèbre guide décerne ses étoiles aujourd'hui. On verra que certains le jugent dépassé. Enfin, la sortie d'un film événement, Harvey Milk. Toute la presse salue la performance de Sean Penn, qui a obtenu un Oscar pour ce rôle. Mais d'abord, l'arrivée en France d'une nouvelle drogue qui ne dit pas son nom. Il s'agit d'un cannabis chimique, un cannabis de synthèse, beaucoup plus puissant, semble-t-il, que l'original. Il est vendu
principalement sur Internet, sous le nom de Spice. Le problème, c'est que la substance est présentée comme un mélange de plantes aromatiques. Elle vient d'être interdite. Hakim Abdelkalek, Philippe Jasselin avec notre bureau à Londres. Maxime fumait régulièrement du Spice sur fond de musique électronique. Un produit qu'il a découvert il y a 2 ans, vendu officiellement sur Internet comme de l'encens. En fait, du cannabis artificiel aux effets comparables. On était défoncés, quoi. Donc on se laisse aller, on a tendance à vouloir rire. J'en faisais une pub énorme à mes amis. Je leur expliquais en fait qu'il était mieux d'acheter ça plutôt que de fumer des choses illégales. D'autres consommateurs se sont plaints de maux de tête et de vertiges. Les scientifiques allemands se sont les premiers intéressés au produit. Ils l'ont jugé dangereux pour la santé et l'ont interdit. Aujourd'hui, la France fait de même. C'est le même risque que le cannabis normal, à des degrés plus élevés, plus effectivement le fait que c'est une substance psychoactive qui induit des effets également de dépendance. Alors, qui se cache derrière cette nouvelle drogue? Désormais fermé, le site internet renvoyé à ses bureaux à Londres. À l'intérieur, un responsable d'une autre société s'explique sèchement. Oui, nous avons enregistré cette société, mais pour le compte de quelqu'un d'autre. Elle n'a plus de rapport avec nous. Des sociétés, nous en créons une centaine par jour pour des gens dans le monde entier. Nous n'en saurons pas plus. Désormais, la détention de Spice est totalement prohibée. Les risques encourus sont les mêmes que pour le cannabis. En bref, le dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, se déroule ce soir, tout près de Paris, en présence comme chaque année de nombreuses personnalités. Nicolas Sarkozy lui-même s'y est rendu quelques minutes. Réunion dans un contexte particulier pour la communauté juive, puisqu'une forte recrudescence des actes antisémites a été signalée au mois de janvier. Après une stabilité observée l'an passé, le conflit dans la bande de Gaza ne serait pas étranger à cette recrudescence. Image tournée il y a quelques minutes par Frédéric Delarue. La santé, l'Académie de médecine relance, je vous le disais, le débat sur l'allaitement. Elle estime qu'il est bénéfique aux nouveau-nés et préconise même d'allonger sa durée. Il faut savoir qu'en matière d'allaitement, la France est en retard sur les autres pays européens. Explications et reportages, Sophie Mézel, Frédéric Basile. Alors, les 3 positions pour mettre un bébé au sein, ça c'est la madone. Là, on est madone inversée. Drôle de vocabulaire pour un héritage millénaire. Apprendre à allaiter son bébé, c'est tout l'objet de ce cours un peu particulier, avec comme figurant un poupon de plastique. Nous sommes dans une maternité qui en a fait une spécialité et les choses ne vont pas forcément de soi. En France, si 65% des femmes allaitent à la sortie de la maternité, 2 sur 3 abandonnent après seulement 1 mois et elles ne sont plus que 15% à nourrir leur bébé au sein 1 mois et demi après sa naissance. Et si la France est presque à la dernière place en Europe, c'est qu'allaiter peut être parfois compliqué. Un premier allaitement, c'est difficile, j'ai trouvé, à mener. Il faut beaucoup de persévérance, de soutien, de confiance en soi et c'est des choses qu'on acquiert plus avec le temps. Pour d'autres, les choses sont allées de soi. J'ai toujours vu ma mère allaiter et du coup pour moi c'était quelque chose de naturel. Et en fait en grandissant je me suis rendu compte que c'était censé être un choix. Mais pour moi c'était évident et puis c'était plus simple, c'était plus naturel. Enfin, ça s'est imposé quoi. Aujourd'hui, la très vénérable Académie de médecine prend position. Elle recommande un allaitement d'au moins 4 mois pour des bienfaits immédiatement visibles. Protection des infections respiratoires et des infections intestinales. L'enfant au sein ne fait jamais de diarrhée. Protection vis-à-vis de l'allergie. L'enfant au sein ne fait pas d'eczéma, ne fait pas d'asthme pendant la première année de vie. Mais attention à ne pas stigmatiser celles qui font un autre choix. Oui. Si une femme ne peut pas allaiter ou ne souhaite pas allaiter, et qu'elle a ses raisons et qu'elle a vraiment fait un cheminement, il faut absolument la respecter. Et bien sûr, ce n'est pas le père qui dira le contraire, même s'il devra à coup sûr manier le biberon. Toujours à propos de santé, on revient maintenant sur cette terrible erreur à l'hôpital la semaine dernière à Lyon. Une femme traitée pour un cancer au sein gauche a subi une ablation du sein droit. Alors que la réforme de l'hôpital est discutée en ce moment à l'Assemblée, la question des indicateurs de sécurité des patients est de plus en plus souvent posée. Certains établissements font figure de précurseurs. Exemple à Paris, reportage José Blanc-Lapierre, Bernie Mériot. Sur la pile des dossiers, une fiche que l'infirmière s'apprête à remplir avec un patient qui vient tout juste d'être admis à l'hôpital. Bonjour monsieur. Ça va? Et parmi les questions, celle qui surprend.
Je vais vous demander de me dire de quoi vous allez être opéré. Un forage prostatique. Signature, l'erreur de dossier a été évitée. C'est déjà arrivé en fait. Autre précaution, un bracelet pour inciser du bon côté le jour de l'opération. On va marquer ici rein droit et donc on installera le bracelet sur le bras droit du patient. Pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper. C'est déjà arrivé? Si. Oui. Enfin, juste avant l'anesthésie, rebelote, la même fiche et les mêmes questions, signées cette fois-ci par l'infirmière du bloc. Ce qui finit parfois par angoisser, voire agacer le futur opéré. J'engage ma responsabilité en apposant ma signature. C'est notre fonction aussi à nous de dire, mais monsieur ou madame, nous avons plusieurs salles d'opération. Il est important pour nous et pour vous de savoir qu'on a la bonne personne dans la bonne salle qui sera opérée du bon côté. Le dernier à signer est le chirurgien, après un ultime contrôle de l'identité du patient et du côté à ouvrir. L'erreur est humaine. Un changement de lit, une bousculade, je sais pas. J'y crois pas, mais bon, ça peut arriver. Dans ce service d'urologie, on joue la transparence jusqu'au bout. Dès l'entrée, le patient a le droit de savoir. Les complications, les infections, tout est affiché, même le nombre des décès. Je suis de ceux qui pensent que la transparence ne gêne que ceux qui ne font pas vraiment bien leur métier. Quand les équipes font correctement leur métier, respectent les règles, assurent leurs prestations, il n'y a aucune raison que l'on n'affiche pas les résultats. L'information du patient, l'hygiène ou encore la sécurité vont devoir être évaluées. Une dizaine d'indicateurs seront rendus publics dès le mois de mars. C'est un rendez-vous chaque année qui peut intéresser ou agacer. Le guide Michelin décerne ses étoiles. Pas de grand changement en 2009, pas de chute retentissante. Un nouveau promu, le Bristol ici à Paris qui décroche sa 3e étoile. Pour la petite histoire, Éric Fréchon, le chef, a régulièrement pour client un célèbre voisin de l'Élysée, situé juste à côté. Plus sérieusement, le système Michelin qui fait et défait les réputations est contesté. Alors cela ne date pas d'aujourd'hui, mais certains le jugent dépassé. Alors pour ou contre les fameuses étoiles, le débat avec Aurélia Brault et André Germain. 100e édition du Petit Livre Rouge qui fait frémir les chefs. Belle saga, pour ce qui n'était au début qu'un simple guide pour automobilistes en goguette. Mais voilà que certains chefs se rebellent et renoncent à leurs étoiles. À l'heure où des sites internet se taillent une part du gâteau de la critique gastronomique, le guide Michelin ne serait-il pas démodé? Je pense qu'ils sont à la ramasse du goût de l'époque. Je dirais pas ringard, mais ils sont sur le bas-côté du goût de l'époque. Voilà. On voit que toutes les tables les plus bookées de Paris... c'est pas des étoilés, quoi. C'est des petits bistrots où il faut des semaines, voire des mois d'attente parce qu'ils s'en foutent des étoiles. 300 journalistes du monde entier attendent la sortie du guide. Vous avez vu le nombre de presse qui est avant et après la sortie du guide. Et surtout, c'est toujours le guide qui reste le numéro 1 leader dans le monde entier. Parce que c'est une institution. On n'est pas obligé d'acheter un guide d'une institution si on ne croit pas en ses valeurs. Mais vous êtes indéboulonnable? Absolument. Indéboulonnable. Le guide Michelin est-il pour autant un découvreur de talent? Le Michelin est suiveur. Ils ne font que confirmer des talents qu'on connaît depuis longtemps. Et je pense que les passionnés de cuisine, ceux qui essayent de découvrir, toujours d'être à l'affût des nouvelles tables, le Michelin va rien leur apporter. L'audace, est-ce simplement de révéler une table alors qu'elle vient juste d'ouvrir? L'audace, est-ce simplement de révéler une table parce qu'on est copain avec le chef? Non, l'audace, c'est de s'assurer que la sélection que l'on fait, elle est faite de manière peut-être audacieuse, mais surtout de manière sérieuse. Nous ne sommes pas un guide d'humeur. Nous allons voir les tables non seulement à l'ouverture, mais nous allons les voir chaque année, plusieurs fois par an. Critiqué, adulé, espéré, même centenaire, le guide Michelin fait toujours recette. L'an dernier, 370 000 exemplaires sont partis, comme des petits plats. Un ultime rebondissement après la vente record de la collection Saint-Laurent-Berger. On en a beaucoup parlé. Eh bien, un acheteur chinois a révélé qu'il était l'acquéreur des fameux bronzes de Chine. Il annonce qu'il ne veut pas les payer. Daniel Wolfrom, Alain Locasio. Voici l'homme qui a acheté 2 bronzes chinois, plus de 30 millions d'euros, et qui déclare tout de go devant la presse: je ne paierai pas pour cette vente. C'est le coup de tonnerre dans la saga de la vente Berger-Saint-Laurent. La semaine dernière, 2 fleurons de la collection, une tête de rat, l'autre de lapin, partent chacune à plus de 15 millions d'euros.
L'affaire est de taille. Ces 2 chefs-d'œuvre forment, avec 10 autres têtes d'animaux, l'horoscope chinois, un trésor national pillé en 1860 à Pékin par les troupes coloniales franco-britanniques. Or, la Chine et ses milliardaires s'évertuent depuis 15 ans à retrouver ces têtes. Leur vente aux enchères est une provocation pour les patriotes chinois. Mais pour le vendeur Pierre Berger, les exigences de la Chine impliquent des contreparties politiques. Je suis prêt à offrir cette tête en bronze au gouvernement chinois, tout de suite. Il leur suffit aux Chinois que déclarer qu'ils vont appliquer les droits de l'homme, rendre la liberté aux Tibétains et accepter le Dalai Lama sur leur territoire. Ce commissaire-priseur est présent sur le marché de l'art chinois depuis 15 ans. Pour lui, la méthode employée n'est pas appropriée. Vous pouvez entamer une négociation. Soit M. Berger disait OK, on vous fait une offre directe, soit un grand groupe industriel français décide de l'acheter pour l'offrir à la Chine. Je suis sûr qu'il y avait des négociations possibles. Plutôt que de dire poussez-vous, on verra plus tard. Malgré le tohu-bohu, Pierre Berger persiste. Je continue à camper sur ma position concernant les droits de l'homme. Et décide pour le moment de garder chez lui les 2 objets convoités. Cinéma avec la sortie mercredi après-demain sur les écrans d'un film déjà annoncé comme un événement, Harvey Milk. Les critiques saluent la performance de Sean Penn qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. L'histoire vraie du premier homme politique d'envergure à avoir révélé son homosexualité. C'était à la fin des années 70 aux États-Unis. Pascal Deschamps, Jean-Marc Nouknouk. Je m'appelle Harvey Milk et je suis là pour vous mobiliser. Vous ne connaissiez sans doute pas son nom, et pourtant ce petit commerçant de San Francisco a fait trembler une certaine Amérique. Si on accorde les droits civils aux homosexuels, alors on les accordera aussi aux prostituées ou encore aux voleurs ou à n'importe qui. C'était il y a 30 ans, et à l'époque aux États-Unis, un professeur pouvait être licencié pour homosexualité. Harvey Milk, premier élu gay, prit la tête du combat contre les discriminations. Notre histoire montre que lorsque vous accordez des droits à certains, ce sont tous les hommes qui en profitent. Le problème, c'est que la plupart des gens sont trop frileux ou trop lâches pour le reconnaître. Pour préparer le rôle, Sean Penn a visionné des heures d'images du véritable Harvey Milk. Écoutez ses discours. Vous devez dire votre homosexualité. Même si c'est difficile, dites-le à votre famille. Dites-le à vos amis, s'ils sont de vrais amis. Grâce au film, le public redécouvre un de ces leaders emblématiques qui ont secoué l'Amérique. Malgré tous vos efforts, vous ne pourrez jamais effacer ces mots. C'est ça qui a fait de l'Amérique ce qu'elle est. À ceux qui se demandent pourquoi faire un tel film aujourd'hui, Sean Penn a répondu en recevant l'Oscar, car en novembre dernier, la Californie a supprimé le mariage gay. Il est temps pour ceux qui ont voté contre le mariage gay de réfléchir et de penser à la honte qu'éprouveront pour eux leurs petits-enfants. Pour moi, ce n'était pas possible de monter recevoir ce prix pour avoir joué Harvey Milk, sans parler de ce pourquoi il aurait combattu aujourd'hui. Car Harvey Milk est mort assassiné à 48 ans en 1978. 30 000 Californiens, homos et hétéros sont descendus dans la rue. Son histoire montre qu'un seul homme peut changer le monde, mais que rien n'est jamais acquis. Avant de refermer ce journal, notez que comme chaque lundi, nous vous proposons la question de la semaine, pas un sondage, mais une indication, une façon de vous donner la parole. Question, ressentez-vous personnellement les effets de la crise dans votre quotidien? Oui ou non, à vous de cliquer sur la page 20h du site france2.fr. Résultat, jeudi. Un dernier mot pour vous rappeler précisément l'un des principaux titres de ce soir. Opération Vérité sur la crise. Dans ses dernières prévisions, le gouvernement admet qu'elle sera bien pire que prévu. Le PIB, c'est-à-dire la production de richesse, va reculer en 2009 de 1,5%. 300 000 emplois vont disparaître. C'est du jamais vu depuis la guerre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. 20h35 FBI, portée disparue. 22h10, mots croisés donc avec Yves Calvi sur la situation en Guadeloupe et en Martinique. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.